Il y a un truc que beaucoup de marques e-commerce sous-estiment complètement, c'est la vitesse de leur site. Si ton Shopify est lent, eh bien tu perds probablement des ventes tous les jours sans même t'en rendre compte. Et le problème quand on parle de performance Shopify, eh bien la plupart pensent tout de suite il faut plus de trafic, il faut de meilleures pubs, il faut retravailler la page produit, il faut refaire le design. Et parfois oui, mais parfois le problème est beaucoup plus simple que ça. C'est ton site qui est juste trop lent. Et un Shopify lent, ce n'est pas juste un site un peu moins agréable, c'est un site qui te fait perdre des ventes tous les jours, en silence. Pas forcément parce que ton offre est mauvaise, pas forcément parce que ton produit ne plaît pas, ni parce que le visiteur, mais c'est simplement parce que le visiteur ne les voit même pas. Ta boutique met de la friction à l'endroit où elle devrait être la plus fluide possible. Donc quand un visiteur clique pour accéder à ton site, eh bien il n'est probablement pas sur son ordinateur avec une bonne connexion, mais plutôt sur son téléphone, dans les transports, dans une file d'attente ou entre deux rendez-vous, ou dehors encore avec un réseau 4G instable, parfois même en 3G. Et là, tout change, parce qu'un Shopify qui paraît acceptable sur ordinateur de bureau, avec une bonne connexion, eh bien, peut devenir lent, frustrant et pénible à utiliser sur mobile dans la vraie vie. Et le visuel principal, par exemple, met trop de temps à apparaître, le site répond mal, les images sont lourdes, les scripts mettent du temps à charger. Et dans ce contexte-là, eh bien, tu n'as pas une deuxième chance. Le visiteur ne va pas patienter gentiment. Il repart. Et dans cette vidéo, justement, je vais te montrer pourquoi un Shopify lent te coûte réellement des ventes, pourquoi ça détruit aussi ta rentabilité. Et surtout, donc, comment je regarderais le problème si je devais optimiser une boutique aujourd'hui. Parce que la vitesse, donc, ce n'est pas un détail technique, c'est vraiment un sujet business. Alors, le vrai piège avec la lenteur, c'est qu'elle ne se voit pas toujours clairement. Tu n'as pas forcément un site cassé. Tu n'as pas une boutique inutilisable. Tu as juste donc une boutique un peu trop lente, un peu trop lourde, un peu trop chargée. Et c'est justement ça qui est dangereux, parce qu'un gros bug, tu le vois. Alors qu'une page complètement cassée, pareil, tu la corriges. Mais une lenteur diffuse, eh bien, ça c'est beaucoup plus sournois. Tu la retrouves dans un taux de rebond un peu plus élevé, une conversion un peu plus faible, des visiteurs qui partent plus vite, un coût d'acquisition plus dur à rentabiliser, un revenu par visiteur plus bas que prévu. Et le pire, donc, c'est que beaucoup de marques ne font pas le lien. Elles voient que ça convertit moyen, elles voient que les campagnes sont plus dures à faire tourner, elles voient que ça plafonne. Alors elles accusent les publicités, la concurrence, la saison, le marché ou même le produit. Alors qu'en réalité, une partie du problème vient peut-être tout simplement de la vitesse de chargement. Donc prenons un exemple très simple. Imaginons donc une boutique qui fait 50 000 visiteurs par mois, à 1,5% de taux de conversion et 60 € de panier moyen. Donc ça représente environ 45 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, donc imaginons que le site soit un peu lent sur mobile, pas catastrophique, mais juste assez lent pour faire perdre un peu d'efficacité à l'expérience. Et imaginons justement que cette friction te fasse perdre seulement 0,3 points de conversion. Tu passes alors de 1,5 à 1,2% de taux de conversion. Avec le même trafic, le même budget publicitaire, le même produit, le même panier moyen. Et là, eh bien, ton chiffre d'affaires ne tombe plus à 45 000 € mais à environ 36 000 €. Donc tu perds plus de 9 000 € par mois, juste avec un site un peu trop lent. Et sur un an, eh bien, on parle de plus de 108 000 € de chiffre d'affaires potentiel envolé. Et ça, c'est ce que beaucoup de marques ne voient jamais, parce qu'elles regardent la vitesse comme un sujet technique de développeur, alors qu'en réalité, c'est un sujet de rentabilité. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que la vitesse ne joue pas seulement au moment où la page commence à charger. Elle influence toute l'expérience. D'abord, elle influence la première impression, et la première impression sur un site e-commerce, eh bien, elle est énorme. Si l'image héros arrive mal, ou si le visuel principal met du temps à arriver, si le site paraît lourd dès la première seconde, tu crées déjà une micro-friction. Et là, le visiteur ne se dit pas forcément « Tiens, ce site est lent », mais il le ressent. Il ressent que ce n'est pas fluide, que ce n'est pas net, que ce n'est pas instantané. Et ça dégrade la confiance. Ensuite, la vitesse influence également les interactions. Cliquer sur une variante, ouvrir une galerie, ajouter au panier, faire défiler, changer de section, utiliser un menu ou encore fermer une pop-up. Si chaque micro-action a un petit délai, même minime, eh bien tu fatigues l'utilisateur. Et sur mobile, eh bien c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, donc, la majorité du trafic e-commerce passe par mobile. Donc si ton site est lent sur mobile, eh bien tu ne ralentis pas une petite partie du business, tu ralentis probablement la partie principale. Et enfin, donc la vitesse de chargement impacte aussi indirectement donc, le SEO, le référencement, la qualité perçue et la capacité globale donc, de la boutique à transformer le trafic qu'elle reçoit. Donc en réalité, vraiment, un site lent te pénalise à plusieurs niveaux en même temps. Maintenant, l'erreur que je vois partout, c'est de parler de vitesse mais sans méthode. On regarde le score sur Shopify ou PageSpeed Insight, donc l'application de Google, mais sans vraiment le comprendre. On panique, on regarde vite fait le site sur ordinateur de bureau, sur desktop, et on se rassure. Alors qu'en fait, moi personnellement, quand j'analyse un Shopify, je commence toujours par un diagnostic. Et donc ce diagnostic, comme je le disais juste avant, moi je le fais sur PageSpeed Insights, en version mobile.
Pourquoi mobile? Eh bien, c'est parce que c'est là que se joue la réalité du business. Et surtout, donc, je regarde pas juste le score de performance global sur 100. Hein. Ça, c'est joli, c'est une note, mais bon, je regarde principalement, donc d'abord, les Core Web Vitals, donc c'est des données qui ont été définies par Google, pardon. Donc, il y a 3 données principales. Donc, les 3 données principales, donc c'est ce qu'on appelle le LCP, l'INP et le CLS. Donc, pour simplifier, c'est les 3 questions à se poser, c'est est-ce que le contenu principal apparaît assez vite? Est-ce que le site répond vite quand on clique? Et est-ce que la page reste stable pendant le chargement? Autrement dit, donc le but c'est vraiment de savoir si le site est pénalisé sur le chargement réel, la réactivité réelle et la stabilité réelle. Et ensuite, je descends dans le rapport, je regarde les opportunités concrètes remontées. Et là, donc je ne suis plus dans une logique abstraite, je suis vraiment dans une logique très simple. C'est quel signal remonte et quelle correction je lance derrière. Sur le même principe que de l'optimisation en CRO, on commence toujours par un audit, mais là c'est pareil. On commence donc par une analyse. Et en fonction des résultats de l'analyse, on voit quel signal remonte et qu'est-ce qu'on peut corriger. Et là, c'est vraiment la différence entre je regarde un score et je pilote une optimisation. Maintenant, quand un Shopify est lent, ce n'est presque jamais la faute du thème au sens large. Là, on va voir les vraies causes de lenteur que je vois le plus souvent. Parce que dans la majorité des cas, donc la lenteur vient d'un petit nombre de problèmes qui sont très identifiables. Et notamment, un des premiers problèmes, c'est que la héros image ou héros vidéo est mal gérée. C'est un très gros classique. Hein. Donc la marque intègre une vidéo YouTube ou Vimeo notamment sur la page d'accueil parce que forcément visuellement ça fait premium, ça fait joli pour présenter la marque, c'est top. Mais techniquement c'est souvent une mauvaise idée. Pourquoi? Eh bien parce que tu demandes à la page d'attendre des ressources tierces sur la zone la plus critique de tout le site, le haut de page. Résultat, eh bien le héros apparaît tard, le rendu initial est ralenti et la première impression se dégrade. Donc il est préférable de sortir de YouTube ou Vimeo, d'héberger la vidéo directement sur Shopify, généralement c'est préférable, et de faire charger la vidéo comme un asset natif du store. Donc voilà pour un des premiers points. Ensuite, un deuxième point, eh bien, c'est justement les assets, donc les images et vidéos, généralement qui sont trop lourds. Donc ça c'est un problème très fréquent, les images vidéo sont simplement trop lourdes, pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont exportées trop grosses, mal encodées, avec trop de métadata ou sans format moderne. Et là, donc, le site gaspille de la bande passante pour des éléments que l'utilisateur regarde sur un écran mobile de quelques pouces. Donc là, le process est très clair. Il faut que les images héros, donc les images principales, qu'ils fassent grand maximum 150 kilooctets. Les images produits, pareil, faut pas que ça dépasse entre 50 et 100 maximum kilooctets. Les boucles, donc pour la vidéo, les boucles de vidéo, pour une vidéo, eh bien, faut pas que ça dépasse les 5 mégas. Et ensuite, l'objectif, c'est de compresser tout ça via des applications comme Scoosh ou les mettre au format WebP ou utiliser des outils vidéo adaptés. Donc vraiment ici, on n'est pas dans un détail, on est vraiment dans un arbitrage direct de performance. Il faut vraiment faire attention aux images, au poids des images et vidéos qu'on utilise. Troisième point, eh bien les widgets. Donc ça c'est pareil, c'est probablement un des problèmes les plus sous-estimés. Le site donc peut sembler correct au chargement, mais devenir mauvais à l'usage. Pourquoi? Eh bien parce que certains widgets sont très lourds, notamment JavaScript. Par exemple les carousels ou des stories ou des vidéos shoppable, des galeries interactives. Clairement, si le widget monopolise le main thread, donc le flux principal, eh bien le site commence à laguer au toucher. Et là, tu cliques et ça répond mal. Tu peux swiper, ça accroche. Tu veux ajouter au panier, il y a une latence. Et là, clairement, tu as un problème donc au niveau des core web vitals, donc d'INP. Donc clairement, si une application ou un widget consomme plus de 200 millisecondes d'exécution, là, il dégrade directement la réactivité mobile. Donc ici, clairement, la question n'est pas est-ce que le widget est beau, la vraie question c'est est-ce qu'il ralentit la vente. C'est vraiment une question à se poser. Il n'y a aucun intérêt de vouloir ajouter, de trop surcharger les pages avec beaucoup d'applications, beaucoup de widgets. Il faut vraiment se poser la question de la performance. Et est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que ça n'a pas un impact sur la vitesse? Quatrième point, eh bien, est-ce que le site charge peut-être trop tôt, ce qui n'est pas prioritaire? Parce que généralement, beaucoup de Shopify chargent tout en même temps, les images du bas de page, les widgets secondaires, les scripts marketing, les blogs non visibles immédiatement. Et le navigateur se retrouve à répartir ses ressources partout, au lieu de prioriser vraiment ce qui compte vraiment. Donc là, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le Smart Lazy Loading. Notamment, donc, l'objectif, c'est vraiment de charger en priorité ce qui est visible tout de suite, donc ce qui est above the fold, ce qu'on appelle above the fold. Ce qui est visible tout de suite par le visiteur. Notamment l'image héros,
qu'il faut mettre enfin, qu'il faut charger tout de suite. Ensuite, il y a une partie de lazy loading justement pour toutes les images qui sont en dessous, justement du premier pli. L'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir de concurrence inutile entre les éléments qui sont visibles tout de suite et les éléments qui apparaissent en below the fold, donc après le premier pli. Donc voilà, ensuite le 5e point, pareil, il faut faire attention aux scripts tierces et aux pixels. Donc là, clairement, c'est pareil, c'est des tueurs de performance, hein, tout ce qui est la partie tracking, notamment Meta, TikTok, Google Analytics, Clarity, les heatmaps, les scripts marketing, les widgets de chat, les outils de localisation. Donc individuellement, ça peut sembler acceptable, mais quand tout part immédiatement au chargement, eh bien ça vient se battre pour la bande passante et le CPU au pire moment possible. Donc clairement là, si les scripts marketing et analytics représentent plus de 40% de l'exécution JavaScript, eh bien là, clairement le tracking est trop lourd, il est à revoir. Et là, tu n'as pas seulement un problème de vitesse, tu as vraiment un problème de priorité business. Enfin, 6e et dernier point, on peut parler également des scripts fantômes, notamment qui restent sur Shopify après des suppressions d'applications. Là, c'est pareil, c'est ultra fréquent, hein. Tu supprimes l'application, donc tu crois être tranquille, mais en fait, il y a encore du code qui reste dans le thème, et tu continues à charger des scripts, tu as des connexions mortes, et clairement, et ça pour une fonctionnalité que tu n'utilises même plus. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'audit, d'un audit d'exécution, hein, vraiment. Quand tu fais l'audit, après, tu peux voir justement les scripts qui sont exécutés et voir si l'application est réellement utilisée, puisque si tu peux voir le nom de l'application, où c'est chargé, où c'est utilisé. Et clairement, là, tu peux voir ce que tu dois supprimer. Et ensuite, tu peux consolider les applications et les fonctionnalités que tu utilises et voir exactement donc, si tu n'as pas des scripts qui ne servent plus à rien. Donc voilà, pour moi, les 6 principales causes de lenteur d'un Shopify. Donc voilà, maintenant on va voir comment je priorise les optimisations, puisque là donc on va éviter donc l'approche on optimise tout, hein. L'objectif c'est vraiment de prioriser. Donc le niveau 1, la première priorité c'est de protéger donc le rendu initial. Donc là l'objectif c'est vraiment de protéger ce que l'utilisateur voit immédiatement. Donc notamment l'aéro image ou l'aéro vidéo, les visuels principaux, les CSS critiques, donc le style critique, la stabilité de la zone visible au chargement. Donc là ça veut dire par exemple remplacer les vidéos YouTube ou Vimeo par une vidéo donc Shopify et optimisée au niveau du poids. Pareil, ou après si c'est une image, et bien utiliser une image pareil compressée. Il faut également vérifier que tout ce qui est above the fold n'est pas lazy loading, il faut que ce soit chargé en priorité. Ensuite, il faut réserver l'espace du média pour éviter donc les sauts de layout, donc de mise en page. Et ensuite, il faut traiter le CSS critique, puisque si le thème bloque trop tôt le rendu initial, faire attention pour charger en priorité ce CSS. Donc l'objectif ici est simple, hein, c'est vraiment faire apparaître vite quelque chose de propre, stable et crédible. Ensuite, le niveau 2, eh bien, c'est de réduire tout ce qui est le poids inutile. Donc là, on va couper dans le gras, hein, donc notamment la compression des images, compression des vidéos, la réduction du payload, suppression des fichiers inutilement lourds. Donc c'est souvent là qu'on récupère des gains rapides, surtout sur les pages d'accueil qui sont beaucoup trop visuelles, ou même pareil les pages de produits qui sont très riches en médias, en images ou en vidéos. Ensuite, le 3e niveau, eh bien, c'est restaurer la réactivité mobile. Donc là, je traite tout ce qui dégrade l'interaction. Donc là, c'est la partie la plus importante quand une boutique a l'air correct mais donne une sensation de lourdeur. Donc si je regarde tout ce qui est les widgets interactifs, les applications vidéo, les carousels, les scripts qui peuvent être trop lourds, des exécutions JavaScript excessives, des scripts tiers qui bloquent la navigation. Et donc j'applique la logique de mon process. Donc pareil, hein, du lazy loading si c'est possible. On charge, après on peut faire du chargement seulement sur de l'interaction. Après sur les scripts on peut faire du differ, donc pour faire du chargement différé justement. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, j'ai approché brièvement toute la partie technique, mais je détaillerai toute cette partie dans des prochaines vidéos. Enfin, donc le 4e et dernier niveau, eh bien, c'est de remettre de l'ordre dans le chargement. Donc là, on va traiter les priorités de chargement, parce qu'un site, donc justement, peut avoir des sets compressés, mais rester mal orchestré.
Donc l'idée ici, c'est vraiment, encore une fois, de gérer, de mettre en ce qu'on appelle en Eager, donc en chargement immédiat, toute la partie essentielle, et mettre en lazy pour tout ce qui est non critique. Donc vraiment, le but, c'est de différer les scripts non indispensables au premier rendu. Et pareil pour tous les images, etc. Ensuite, pareil au niveau du tracking, essayer de déplacer le tracking custom donc vers les Shopify Pixel ou Customer Event quand c'est pertinent. Donc Shopify fournit maintenant ces outils, donc autant les utiliser. Donc voilà, avec ces 4 niveaux là, on commence vraiment à transformer la boutique en machine beaucoup plus disciplinée. L'objectif, c'est vraiment de suivre l'audit et d'y aller par priorité pour vraiment gagner en performance sur l'ensemble du site et l'ensemble du parcours d'achat. Donc voilà, comme je disais, pour résumer, donc ma méthode de décision, l'objectif c'est vraiment c'est pas de corriger la vitesse, c'est vraiment de corriger les causes. Donc là, clairement, l'objectif c'est de prendre tout ce qui est remonté par l'audit Page Insight et puis de corriger les causes principales. Donc par exemple, si je devais donner quelques exemples là, comme vous avez sous les yeux. Donc si PageSpeed Insight me remonte donc en anglais donc Reduce the Impact of Third Party Code, et bien là je pense tout de suite au problème qui serait que ça viendrait de la vidéo Hero ou des scripts tiers ou des widgets externes qui seraient donc à corriger. Donc si je vois Efficiently Encode Images, et bien là je sais que je suis sur de la compression d'images. Une autre erreur, si on voit Minimize Main Thread Work ou Reduce JavaScript Execution Time, et bien là je sais qu'il faut aller auditer les widgets, les applications, les scripts fantômes, puisque ça vient du chargement de script JavaScript. Ou encore après, si je vois Image Elements Do Not Have Explicit Width 8 ou un CLS trop élevé, et bien là je sais qu'il faut traiter les grandes images pour être sûr qu'il y ait des dimensions explicites, bien vérifier les ratios. Donc voilà, pour ça, si je vois Differ off-screen images, et bien là je regarde immédiatement la stratégie de lazy loading. Ça veut peut-être dire justement que above the fold, et bien on a des images qui sont en mode, qui ont l'attribut lazy. Enfin, dernièrement, on peut dire si je vois donc Eliminate Render Blocking Resources, mais là je sais qu'il faut regarder la partie CSS, et notamment des CSS critiques. Donc voilà, la logique n'est jamais tiens, je vais améliorer un peu tout, vraiment la logique c'est de prendre le diagnostic PageSpeed Insight, lire les signaux techniques et vraiment associer chaque signal à une correction précise au niveau du thème. Et voilà, et là donc justement je corrige donc ce qui a le plus de chances d'avoir un impact business rapide. Donc c'est vraiment exactement ce qui rend l'approche crédible, parce qu'on ne vend pas justement un mythe de performance, vraiment le but c'est de suivre une méthode et puis d'améliorer la performance et la rentabilité du site. Donc voilà le vrai message de cette vidéo, donc ce n'est pas il faut améliorer ton score PageSpeed. Ce n'est pas ça, le vrai message c'est vraiment beaucoup de marques essaient de résoudre un problème de croissance alors qu'elles ont d'abord un problème de friction. Elles rajoutent du trafic, elles rajoutent des campagnes ou des outils, des applications, alors qu'en fait elles devraient peut-être commencer par rendre la machine plus fluide. Parce qu'un site lent, clairement, crée une perte silencieuse. Et cette perte silencieuse, eh bien, on peut très facilement essayer de la compenser avec plus d'acquisition, mais plus de trafic ne corrige pas du tout une structure lente. Ça amplifie justement le problème. Et c'est exactement pour ça que la vitesse, c'est un levier business et non pas un détail technique. C'est un souci technique à corriger, mais c'est clairement un levier business. C'est pas un bonus, c'est pas une option. C'est vraiment un levier business et à prendre en compte très rapidement dès qu'on fait des ventes. Et surtout quand on paye du trafic à envoyer sur le site. Donc voilà, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, eh bien retiens ça, c'est qu'un Shopify lent ne te coûte pas seulement quelques secondes, il te coûte surtout des ventes, et tous les jours. Et une partie de tes visiteurs donc décroche plus vite, une partie interagit moins, une partie ajoute moins au panier, une partie convertit moins bien, et tout ça, eh bien ça finit par peser lourd. Donc avant de remettre en cause ton trafic, avant de remettre en cause ton offre, avant de vouloir refaire complètement le site, eh bien pose-toi cette question. Est-ce que ma boutique est vraiment fluide, vraiment rapide, vraiment agréable à utiliser, notamment sur mobile? Parce que parfois, donc, la croissance ne bloque pas à cause du marketing, elle bloque à cause de la machine. Et si tu veux donc qu'on regarde ça sérieusement, eh bien tu peux réserver un audit ou un appel de découverte en description. Donc le but n'est pas de faire de la technique pour faire la technique, le but c'est vraiment d'identifier ce qui ralentit vraiment ton Shopify, et ce que ça te coûte potentiellement, et surtout quelles optimisations vont avoir un vrai impact business. Allez, le lien est en description.